Donc, la première présentation, elle est assez courte. Et donc, je vais vous présenter qu'est-ce que le GIEC, quelle est la mission du groupe 1 et également parler un petit peu des scénarios d'émission. Je vais donc vous présenter ma vision personnelle, je dirais, de ce qu'est le GIEC ou l'IPCC en anglais, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça a été créé en 1988. Pourquoi dans ces années-là? Notamment, c'est parce que depuis quelques années, depuis le début des années 80, au niveau température globale, au niveau température de surface, on n'arrêtait pas de battre des records. Okay? Et ça faisait donc plusieurs décennies que les scientifiques, notamment au niveau de l'atmosphère, parlaient donc du réchauffement climatique, de l'augmentation des gaz à effet de serre, qui augmentait donc par conséquent les effets de serre. Et donc, il y avait des scientifiques, qui est donc ma créature hybride ici, ma créature scientifico-politique, les scientifiques qui s'adressaient à d'autres scientifiques dans des conférences scientifiques. Et donc, tous les résultats, tout leur travail était diffusé dans un cercle assez restreint. Okay? Et au niveau politique, donc il y a des gens qui avaient envie en fait d'avoir l'heure juste, de savoir ce qui se passait au niveau de cet enjeu planétaire majeur et qui en même temps avaient peut-être envie qu'il y ait un cadre un peu plus formel pour encadrer, pour pouvoir suivre le travail des scientifiques. Il y a donc eu la création de l'IPCC et du GIEC par deux organismes, entre autres l'ONU et la WMO, qui est l'Organisation mondiale de la météo. La mission première donc de l'IPCC, c'est donc d'évaluer sans parti pris de façon méthodique, claire et objective les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d'origine humaine. Donc, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d'éventuelles stratégies d'adaptation et d'atténuation. Une des raisons pour lesquelles j'ai lu la mission de l'IPCC, c'est notamment parce que chaque mot est très important. Okay? Il y a des discussions qui sont parfois interminables pour parvenir à un consensus, notamment quand on parle de ce qu'on appelle le rapport des stratégies pour les décideurs. Okay? Je vais revenir un petit peu plus loin sur ça. Donc, comment ça se divise, cette mission-là? C'est qu'il y a 3 groupes qui ont été créés, qui ont évolué au fil des années. Et donc, ces 3 groupes ont produit à 5 reprises des rapports. Le premier en 1990 et le 5e rapport, qui est en cours de publication. Maintenant, avec le rapport du premier groupe, qui est vraiment la base scientifique des changements climatiques, et tout récent, la publication est tout récente, c'était en la fin septembre. Au niveau du groupe 2, qui étudie les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité donc, des changements climatiques, le rapport va sortir au printemps prochain, de même que celui du 3e groupe, qui étudie l'atténuation donc, des changements climatiques. Donc, on va parler uniquement du rapport du groupe 1, qui est vraiment celui qui étudie la base scientifique des changements climatiques. Il faut comprendre que l'IPCC ne fait pas de recherche, proprement dit. Comment ça fonctionne, l'IPCC? C'est qu'en fait, ce sont des chercheurs bénévoles, dans le sens que ce sont des gens, des professeurs d'université, des gens qui travaillent dans des centres de recherche, qui font un travail de collecte d'articles scientifiques qui ont été publiés. Okay? Donc, vraiment, c'est un travail de synthèse énorme, de ramasser toute cette information scientifique-là et de la ramener, en fait, dans un document qui, pour le premier rapport, fait autour d'à peu près 1000 pages, d'accord? Mais qui, après ça, est ramené dans une synthèse aux décideurs qui ne fait que 30 pages, d'accord? Et c'est au niveau de la synthèse aux décideurs et également d'un document un petit peu plus technique qui fait une centaine de pages que se passent vraiment les négociations au niveau des mots. Et c'est à ce moment-là que les gouvernements sont impliqués. Catherine va sûrement en parler un petit peu plus en profondeur. Mais donc, vraiment, c'est, quand on parle du rapport en tant que tel, c'est vraiment que l'évaluation des publications scientifiques. Okay? Donc, il n'y a pas de recherche à proprement dite par l'IPCC. Et donc, pour le rapport du premier groupe qui vient d'être publié, ça regroupe 209 auteurs principaux, 50 éditeurs de 39 pays. Donc, ce sont vraiment les rédacteurs, si vous voulez, du rapport. Et il y a également 600 auteurs contribués de 32 pays. Ce sont des gens qu'on est allé voir, à qui on a demandé de fournir un peu leur expertise, de fournir un peu de temps pour aider à faire le document final.
Et donc, le rapport cite plus de 9200 publications et également, les auteurs ont dû répondre à, bon, vous voyez, presque 55 000 commentaires parce que sur le site de l'IPCC, on peut s'enregistrer en tant qu'expert et à ce moment-là, émettre des commentaires sur les premières versions, sur les versions préliminaires du rapport qui sont en train d'être écrits. Et donc, le rapport final, donc le rapport du premier groupe, regroupe donc 14 chapitres et 3 annexes. Et ce qu'on retrouve dans le rapport, la première partie, c'est en fait le portrait du climat, le portrait actuel de ce qui se passe sur la planète, au niveau atmosphérique, au niveau surface, au niveau océan, au niveau cryosphère, donc toutes les phases solides de la glace, etc. Également, ça va chercher les informations paléoclimatiques, toutes les études vraiment qui remontent très loin dans le passé, plusieurs milliers d'années, mais également de manière un peu plus moins lointaine, si vous voulez, des études, par exemple, avec la dendrochronologie, l'étude de cernes des arbres, etc., de manière à nous permettre de comprendre comment le climat, les variations du climat dans le passé et de manière à comparer aux changements qui sont en train de se produire actuellement. Également, donc, le rapport fait l'état des connaissances sur le carbone, les cycles biochimiques, les nuages et les aérosols et bon, la contribution humaine au forçage radiatif, donc au changement climatique. Il y a également une grosse partie sur l'évaluation des modèles climatiques. Je vais vous en reparler dans la deuxième partie de ma présentation. D'accord? Vraiment, vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est un modèle, mais dans le rapport, donc, on fait l'évaluation. On fait également par la détection, l'attribution du signal de changement climatique, comment on fait pour savoir que le changement climatique qu'on vit actuellement est de nature anthropique, donc causé par les humains et non pas attribuable à un phénomène naturel. Également, donc, on va parler donc des projections à court terme, à long terme, donc jusqu'à la fin du siècle et même plus. Parler des changements au niveau de la mer et de l'étude des phénomènes climatiques importants pour les futurs changements régionaux, comme par exemple l'étude de la variation du ENSO, El Niño, l'étude El Niño, La Niña, les changements de mousson, etc. Donc, c'est donc tout ça qu'on retrouve dans le 5e rapport de l'IPCC du premier groupe. Je mets en fait ici rapidement, ce que vous voyez défiler, ce sont les conclusions principales. On peut extraire une phrase de chaque rapport du premier groupe. On les voit. Donc, ici, ce sont les phrases les plus importantes. Donc, du premier rapport, le First Assessment Report, qui est sorti en 90, jusqu'à celui qui vient tout juste d'être publié. Et en fait, si on lit la conclusion principale, ce qui ressort, c'est qu'au tout début, dans les années 90, on pouvait observer une augmentation de l'effet de serre, mais que, bon, on ne s'attendait pas à ce que ça se transparaisse dans le climat pour encore une décennie. Et à chaque fois qu'il y a un rapport qui sort, donc on passe en 95, 2001, etc., ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce qui change, c'est la certitude quant à l'observation du changement climatique, le fait qu'on puisse attribuer avec encore plus de certitude que c'est vraiment dû aux humains et que c'est pas un phénomène naturel, d'accord? Ce qui fait que, rendu au rapport qui vient de sortir, on est rendu avec un extremely likely, qui dans le jargon de l'IPCC veut dire avec plus de 95 % de certitude que la cause principale du réchauffement dominant depuis 1950 est attribuable aux humains. Ce que je présente ici, c'est donc l'état actuel un petit peu de ce qu'on observe à la surface de la Terre, c'est donc, en fait, des anomalies de température. Juste dans le jargon, une anomalie de température, c'est pas une température anormale, c'est une différence par rapport à la moyenne. Et donc, ce qu'on voit, l'évolution de la température il y a 800 000 ans jusqu'à maintenant. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a eu des variations naturelles dans le système climatique terrestre, d'accord? Mais si on refait, par exemple, ici un zoom, là, ce sont les 8000 dernières années. Okay? On voit une série ici, des séries dendrochronologiques ou obtenues par des carottes glaciaires. On arrive à reconstruire donc le climat du passé. C'est la température qu'on voit encore ici. Mais ce qu'on voit ici en rouge, c'est donc les observations des dernières années. Et en fait, juste en regardant ce graphique-là, on peut voir que oui, il y a eu des variations dans le passé, des variations naturelles, mais que le taux de changement qu'on observe maintenant est inégalé depuis à peu près 800 000 ans, en fait. Okay. Le graphique que vous voyez ici, c'est pour vous expliquer un petit peu quelle est la différence entre le changement climatique et la variabilité climatique. Okay? Vous voyez donc une série de températures toujours à la surface, qui part de 1970, qui s'en va jusqu'en 2012. Et on voit qu'il y a une augmentation de la température, mais souvent, quand les gens vont parler les climato-sceptiques vont parler de changement de température, ils ont tendance à extraire un signal de température sur une courte période, d'accord? Et en fait, c'est ce qui se passe un peu maintenant. Le réchauffement a été moins rapide dans les dernières
années qui a déjà été observé, mais un changement climatique, le climat, ça s'observe sur une longue période. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment une tendance à long terme. Okay? Normalement, l'Organisation mondiale de la météo recommande de regarder le climat sur une période minimale de 30 ans. D'accord? Et quand on regarde donc, sur une période minimale de 30 ans, il n'y a pas d'arrêt du réchauffement. En fait, c'est une redistribution de l'énergie, ce qui fait que le changement climatique n'apparaît pas nécessairement dans la température de surface, mais qui peut apparaître dans d'autres indicateurs du changement climatique. Et je crois que Catherine va en montrer quelques-uns. Une autre façon, en fait, de regarder le changement climatique au niveau de la température à la surface, si on oublie vraiment les signaux année après année, mais qu'on fait une moyenne au moins sur 10 ans, on voit vraiment qu'il y a un réchauffement climatique qui est observable dans les dernières décennies. On voit qu'il y a eu des variations naturelles aussi, naturelles où, en fait, certaines époques pause dans le réchauffement, notamment qui était dû à une augmentation des aérosols, donc de la pollution qui bloquait la radiation solaire. Mais globalement, on voit que le changement climatique, l'état actuel donc, de la planète, c'est que ça se réchauffe décennie après décennie et que, donc on s'attend vraiment à ce que ce réchauffement-là s'accentue dans les prochaines décennies. Donc, une autre façon de regarder l'état actuel du bilan énergétique, en tout cas du système climatique terrestre, c'est de faire le bilan énergétique. Et il y a une chose dont les gens en général n'ont pas conscience, c'est que si on fait vraiment un bilan, okay, la quantité d'énergie qui est retournée à la surface en surplus à cause de l'augmentation des gaz à effet de serre, c'est que cette énergie-là, elle ne se retrouve pas principalement dans l'atmosphère, mais vraiment 93% de cette énergie-là se retrouve dans l'océan. Et c'est donc là qu'on retrouve vraiment l'augmentation de la quantité de chaleur. Et c'est ce qu'on voit également dans le graphique qui est ici, ce qui est un petit peu en orange-brun, là, terracotta, je dirais. C'est l'augmentation de l'énergie dans l'atmosphère, alors que les deux couches en bleu, c'est, encore une fois, l'augmentation de la quantité de chaleur, en fait, dans l'océan, dans la couche profonde ou à la surface. Donc, ça clôt mon portrait pour l'état actuel. Mais une dernière chose dont je veux parler, ce sont les scénarios d'émissions. Parce que c'est autre chose que l'IPCC utilise énormément et dont on va avoir besoin pour présenter les projections de changement climatique en deuxième partie. Les scénarios d'émissions, point de vue technique, ça s'appelle des RCP, Representative Concentration Pathways, mais peu importe le nom que ça porte, en fait, ce que c'est un scénario d'émission, c'est qu'il y a différents groupes de recherche dans le monde qui ont développé des modèles qui incluent différentes composantes, tant le changement climatique en tant que tel, mais également le développement démographique, le développement technologique, le choix d'utilisation des ressources. Et à partir de ça, ça va être traduit en produit intérieur brut, ça va être traduit en consommation d'énergie. Et on voit un petit peu ici, vous voyez donc, il y a 4 RCP, du plus optimiste, si je peux dire, qui est le vert pâle, jusqu'au plus pessimiste, qui est le bleu foncé. Et donc, ces scénarios d'émissions-là, qu'on peut traduire en fait en forçage radiatif en nombre de watts par mètre carré, d'où leur nom, RCP 2.6, par exemple, va avoir un changement climatique de 2.6 watts par mètre carré en 2100, mais c'est des questions techniques, là. Mais donc, les scénarios vont se traduire en concentration de CO2, concentration de méthane, concentration de divers gaz à effet de serre et également en émission de ces différents composés-là. Et ce sont ces émissions-là, ces différentes concentrations-là qu'on va utiliser en entrée dans les modèles pour permettre aux modèles de projeter un changement climatique. Alors, ça clôt ma première partie. Je vais donc céder la parole à Catherine. Quand on parlait avec Dominique, il semblait peut-être plus intéressant de passer par-dessus les résultats du rapport du GIEC avant de dire les États ensuite, que font-ils avec ça? Alors, je vais toucher les États, comment les États utilisent le GIEC, mais je vais faire ça dans la deuxième partie. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est un petit peu donner un complément d'information sur les données que Dominique a présentées. Et je vais me coller dans cette partie très proche des résultats qu'a donné le GIEC. Les climato-sceptiques, effectivement, il y en a beaucoup, on en entend parler. Et on peut regarder de toutes sortes de façons la réaction du climat. Moi, je suis biologiste. Alors, c'est sûr que ce qui m'intéresse, c'est ce changement de température-là
qu'est-ce que c'est les conséquences que ça a, évidemment, pour la biosphère? Qu'est-ce que c'est les autres indicateurs de changement du climat? Alors, comme scientifique, le rapport de GIEC, ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait une extraordinaire revue de littérature, de tous les articles qui ont été publiés récemment, où on a des collègues fort compétents qui ont récapitulé ça. Ils l'ont résumé dans quelques graphiques qui nous donnent un peu l'heure juste. Alors, je voulais en présenter quelques-uns. Alors, ici, on a le changement de couverture de neige dans l'hémisphère nord, parce qu'il faut dire que l'hémisphère nord et l'hémisphère sud ne réagissent pas toujours de la même façon. Alors, on observe dans les 50 dernières années une perte de couvert de neige d'environ 2% au printemps, mars et avril, et plus forte encore, donc plus la latitude est haute, une plus forte perte de la couverture de neige au mois de juin qui est presque de l'ordre de 12%. Ça se traduit dans l'article par une diminution importante de la couverture de glace. C'est important de la regarder, cette figure-là, parce que je suis pas un membre du gouvernement du Canada, mais on peut penser qu'il y aurait des gens au Canada qui se réjouiraient de voir l'Arctique fondre, parce que ça permettrait, entre autres, de faire passer des bateaux dans l'Arctique. Ça libérait aussi des puits de pétrole dans l'Arctique. Alors, les gens qui trouvent que c'est une bonne idée que l'Arctique dégèle peuvent être heureux parce qu'on voit que la perte de glace est un peu autour de 10 à 12% dans les derniers 40 ans. Donc, il y a réellement un dégel important de l'Arctique. Ces graphes-là, il y a différentes lignes de couleurs. C'est la somme de différents modèles et différents jeux de données. Alors, chaque ligne, c'est un jeu de données différent. Là, c'est une synthèse de toute l'information qui est disponible actuellement, qui regarde qu'est-ce qui se passe dans l'Arctique. Donc, oui, l'Arctique est en train de fondre. Dominique mentionnait l'océan. L'océan, c'est très important et l'océan, c'est effectivement la masse sur la planète, la masse terrestre qui est en train d'absorber la quantité la plus importante de chaleur. Ça, c'est pas anodin. Quand on écoute les nouvelles, la météo, quand on nous parlait du cyclone, peut-être le cyclone le plus désastreux de l'histoire, qui vient de frapper les Philippines, on entend toujours et le cyclone ou l'ouragan est sur la mer et la mer est chaude et donc le cyclone ou l'ouragan va prendre cette chaleur pour augmenter sa force. Donc, augmenter la chaleur des océans, quand on connaît un peu la météo, c'est pas une très bonne nouvelle puisqu'il y a un lien entre la force des tempêtes et la température de l'eau. Alors, il y a une augmentation très forte de la chaleur dans les océans. Et en fait, 90% de l'énergie accumulée, de l'excédent d'énergie accumulée dans la planète dans les derniers 40 ans, c'est de l'énergie qui a été accumulée dans les océans. On a aussi un phénomène, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais moi, je l'ai observé, je travaille beaucoup au Panama dans des atolls coralliens, donc des petites îles très plates. Et c'est marquant, chaque année, quand il y a des marées plus hautes, aux équinoxes, entre autres, là, on marche dans l'eau. Là. Les îles, ils sont envahies par l'eau. C'est réel. Là. Alors, on a une augmentation du niveau de la mer de 0,2 mètres qui a été mesurée. Ça semble pas beaucoup, 0,2 mètres, mais c'est plus important que la moyenne des 2000 dernières années. Donc, le niveau de l'eau augmente et l'augmentation du niveau de l'eau, c'est dû à deux phénomènes différents. La fonte des calottes polaires, donc il y a plus d'eau, mais aussi l'expansion thermique. Des molécules, si vous vous rappelez votre chimie au secondaire, le mouvement brownien, les molécules qui bougent, plus il fait chaud, plus ils bougent. Donc, plus il fait chaud, plus les molécules prennent de l'expansion. Alors ça explique en partie l'augmentation du niveau de la mer. Les océans, c'est un des deux
partie de notre biosphère qui absorbe du gaz carbonique. Alors, actuellement, le rapport du GIEC estime que 30% du gaz carbonique émis par les humains est absorbé par les océans. Or, ça a un impact sur la chimie des océans et les océans sont en train de s'acidifier. Alors, on a de l'eau qui est de plus en plus acide dans les océans et c'est ce que ce graphique démontre. Évidemment, quand on est un biologiste, on sait que c'est pas une super bonne idée. En général, les animaux ont des pH, une échelle de tolérance à l'acidité qui est assez restreinte. Alors, l'augmentation de l'acidification des océans, c'est pas une bonne nouvelle. Peut-être que des personnes se rappelleront des problématiques des pluies acides et l'acidification des lacs. On en a beaucoup parlé au Québec parce qu'on sait que les lacs qui deviennent plus acides, c'est pas bon pour les poissons. Mais là, on a le même genre d'expérience qui se passe au niveau de l'océan. Alors ça, j'ai essayé de résumer certains impacts. Dominique mentionnait quand elle a parlé des différents rapports à partir du premier en 1990. Bon, les scientifiques, on aime toujours ça parler en termes de probabilité. Hein? On n'a pas d'assurance, mais on essaye d'estimer est-ce que c'est probable, est-ce que c'est plausible. Alors, c'est ce que le rapport du GIEC fait. Il regarde toute une série d'indicateurs de changement climatique et il va parler d'une échelle de c'est presque certain jusqu'à c'est pas tellement certain. Alors ça, c'est l'échelle qu'on nous présente. Alors, on nous dit que c'est très probable qu'on ait de moins en moins de jours et de nuits froides. Il y a des gens, surtout à ce temps-ci de l'année, qui vont peut-être être contents de ça. C'est très probable qu'on ait de plus en plus de jours et de nuits chaudes aussi. Ça, c'est peut-être pas non plus tellement désagréable. Ici, ça commence à peut-être être plus problématique. Il est probable qu'il y ait de plus en plus de grandes vagues de chaleur. Alors, je rappelle qu'il y a 2 ans, il y a eu une vague de chaleur en Russie et qui a tué 100 000 personnes. Alors, c'est pas anodin. Hein? Les vagues de chaleur, c'est pas anodin. C'est probable qu'il y ait des augmentations très importantes des précipitations dans certaines parties du monde et il pourrait aussi y avoir une augmentation de sécheresse. Alors de ça, ce qu'on peut retenir, c'est que la compréhension des phénomènes liés à la pluie est moins bonne que les phénomènes liés à la température, mais on pense qu'il va y avoir des débalancements assez importants dans le régime des pluies et ça, c'est vraiment dépendant des régions du monde. Alors, il y a des régions où il va y avoir plus de sécheresse et des régions où il va y avoir plus de pluie. Pour un biologiste, ça, c'est particulièrement épeurant, l'augmentation de température du pergélisol dans les sols du Nord. On a la plus grande réserve de carbone organique qui est dans la mousse de tourbe, là, dans la tourbe. Et ça, c'est gelé, donc c'est du carbone storé et gelé. Et si ça se met à dégeler, ça va se décomposer. Et c'est un des points de non-retour beaucoup dans la tête des gens. Il faut absolument éviter ça parce que la quantité de dioxyde de carbone qui serait émis par le dégel du pergélisol, c'est presque impensable qu'on pourrait contrôler l'effet que ça aurait. Et puis, presque certain, une augmentation des cyclones lié, entre autres, à l'augmentation de la température des océans. Donc, un panorama assez déprimant qui ressort de l'analyse du GIEC. Et moi, je suis une biologiste, j'ai fait mon doctorat en mesurant la photosynthèse. C'est comme ça que je suis tombée dans les changements climatiques. Donc, tout ça, toutes ces perturbations climatiques-là, on peut les ramener en grande partie à la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone. Il y a le méthane beaucoup. Moi, je suis une personne de carbone, alors j'ai tendance à l'oublier, là. C'est un gaz très, très important. Et ici, on voit l'augmentation de la gaz carbonique atmosphérique dans les dernières décennies. C'est une augmentation qui, malheureusement, ne plafonne pas encore. La concentration planétaire actuellement dans l'atmosphère, c'est 390. Et
j'ai juste mis cette petite figure-là pour vous montrer. C'est une ligne qui représente 2 stations. Les points, là, c'est les estimés. Si les 2 stations donnaient le même résultat, ça serait le long de la ligne. Donc, vous voyez que les différentes stations qui mesurent le gaz carbonique au niveau planétaire sont vraiment très, très proches. Donc, il n'y a pas une grande marge de manœuvre. Alors, ça, c'est vraiment, on peut essayer de déconstruire la science du climat, mais ça, c'est quelque chose qui est une observation directe, là. On mesure ce qu'il fait. Et juste à titre d'information générale, vous vous demandez peut-être cette oscillation-là. Moi, je la trouve très chouette parce que je suis une botaniste. C'est la signature des forêts de l'hémisphère nord. Alors, pendant l'été dans le nord, le gaz carbonique atmosphérique au niveau global descend parce que les forêts le pompent. Et quand il n'y a plus de feuilles dans le nord, le gaz carbonique augmente parce que cet effet-là de pluie, qui est vraiment la biosphère, qui disparaît. Alors, un petit peu les mêmes genres de données que ce que Dominique a montré. Ici, on voit une série temporelle qui remonte à 110 000 ans et on voit à quel point on a une anomalie dans la concentration atmosphérique de gaz carbonique à l'heure actuelle dans la planète en comparaison avec les millénaires qui nous précèdent. Et le groupe de travail du GIEC nous dit aussi d'où vient ce gaz carbonique-là. Alors, on a 4 sources très importantes. En fait, post-Deuxième Guerre mondiale, c'est intéressant aujourd'hui, c'est la journée du souvenir. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi quelque chose d'autre qui a changé, puis qui est un modèle un petit peu de développement. Et ce modèle de développement-là, il dépend beaucoup des combustibles fossiles. On voit que c'est eux qui sont le moteur de l'augmentation de gaz carbonique dans l'atmosphère. Les émissions dues aux combustibles fossiles et à l'utilisation des terres à l'heure actuelle sont 54% plus élevées qu'ils étaient en 1990. Alors, c'était ma première partie. OK. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous présenter, en fait, l'outil de travail qu'on utilise pour faire les projections de changement climatique, donc les modèles de climat. Je vais également aborder un peu, en fait, l'importance de la responsabilité humaine et vous montrer quelques résultats, donc des projections de changement climatique pour la fin du siècle. Bon, donc, en quelques minutes, vous expliquer ce qu'est un modèle climatique. Je vais donc faire de mon mieux. Je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures. Donc, un modèle climatique, en fait, c'est qu'on va représenter de manière informatique, par des équations, tout le système climatique dans son ensemble. Okay? C'est comme si vous aviez un gros jeu vidéo. OK? Mais le jeu vidéo, c'est le climat terrestre. Donc, le climat terrestre avec toutes ses composantes. Donc, l'atmosphère, évidemment, l'océan, tout ce qui est cryosphère, tout ce qui est glace marine, d'accord? Également, tout ce qui est la représentation de la surface, OK? La topographie, la terre, la mer, etc. Tout ce qui est aussi végétation, les différents types de végétation. Et, bon, qu'est-ce que je veux dire? OK, les volcans, évidemment, les variations, tout ce qui se passe au niveau atmosphérique, donc, évidemment, toutes les représentations des nuages, tout ce qui est le cycle hydrologique, etc., toute l'énergie qui provient, évidemment, du Soleil. Et donc, on peut tout représenter les échanges, l'évolution du système climatique par des équations, un peu de la même façon qu'on va faire un modèle de prévision météorologique. Et comment on fonctionne? Donc, vous pouvez imaginer la Terre comme un immense jeu de blocs Lego, en fait. Vous voyez donc la surface terrestre qui est divisée par des petits blocs, OK? Et on va bâtir l'atmosphère et la même chose pour l'océan. Là, vous pouvez imaginer les petits blocs également dans l'océan. Donc, des blocs qui vont, sur lesquels on va résoudre des équations que je vais vous montrer après, qui vont représenter l'évolution du climat. Donc, en fait, ce que c'est un modèle climatique, c'est que ça va représenter les événements météorologiques. OK? Vraiment, donc, la précipitation, les échanges de chaleur, la transformation, les différentes phases de l'eau, les échanges thermiques, etc. Ça va donc représenter ça à ce qu'on appelle les différents potents. Donc, on va déterminer quel est l'état de l'atmosphère à chaque période de temps, qu'on appelle donc un pot de temps qui est égal, par exemple, à 20 minutes. OK?
Je vais aller ici pour vous montrer, ça va être un petit peu plus clair. Ce que vous voyez ici, je suis sûre que ça vous fait bien plaisir, ce sont les équations qui, en fait, les équations de Navier-Stokes sur une sphère, parce que la Terre est de forme sphérique. Et ces équations-là représentent, en fait, la base des lois de la physique, simplement la deuxième loi de Newton. Donc, en fait, les F égale ma, OK, pour les cours de physique qu'on a vus au secondaire, c'est exactement ça. C'est donc l'évolution des forces en fonction des accélérations, etc. Et, en fait, les petits différents variables qu'on voit ici, c'est donc l'évolution U et V, c'est le vent dans les deux directions, est, ouest, nord, sud. Le W ici, c'est la façon de représenter le mouvement vertical. Le ρ ici, c'est la densité, donc la pression, en fait. Le T, c'est la température et le Q représente l'humidité. Et donc, on va évaluer ces différentes variables-là à chaque pas de temps, dt étant un intervalle de temps. Et le fait de résoudre ces équations-là va donc nous donner l'état de l'atmosphère. On va résoudre ces équations à chaque 20 minutes. Donc, on a un premier état de l'atmosphère sur lequel on représente donc la température, le vent, les précipitations, etc. Un premier 20 minutes. 20 minutes plus tard, on a donc un autre état de l'atmosphère parce que ce qui se passe, c'est que, on voit ici un peu la même représentation que tout à l'heure. Les équations sont représentées donc pour chaque tuile que vous voyez ici, pour chaque bloc Lego, OK, on va résoudre les équations. Et il va y avoir donc de l'échange d'informations entre chaque bloc. Donc, de l'échange d'informations au niveau vertical et également de l'échange d'informations entre une colonne et l'autre. OK? Et donc, ça va nous permettre de représenter le climat parce qu'on va avoir les solutions à ces équations-là sur une très longue période de temps. C'est-à-dire que notre jeu vidéo, on le part, on va lui faire représenter la météo pendant, par exemple, 150 ans, ou pendant 500 ans, ou pendant 1000 ans. Donc, on va avoir une météo à chaque 20 minutes, mais pendant très, très, très longtemps. À ce moment-là, on va pouvoir faire des statistiques, comme je disais précédemment, sur une longue période de temps, sur une période de 30 ans. Donc, on va faire les moyennes, on va calculer les écarts types, la variance, etc., de l'état d'atmosphère à tous les 20 minutes, mais sur des périodes de 30 ans. Et donc, on va avoir vraiment le portrait du système climatique. Si on prend l'information qui se trouve sur chaque bloc Lego, OK, par exemple ici, donc sur chaque bloc, il peut par exemple avoir une partie qui est continentale, une partie terrestre, une partie océanique. Il peut avoir une couche de glace, il peut avoir des glaciers. Il va avoir tous les échanges avec l'atmosphère, tout le cycle hydrologique. Donc, il va avoir des nuages qui vont se former. Les nuages vont condenser, il va avoir de la précipitation. Dépendant de la température qui est représentée à la surface, la température peut faire en sorte que c'est de la neige qui va tomber, que c'est de la pluie, etc. Il va avoir sur les modèles, il y a une représentation. L'eau va ruisseler à la surface des tuiles du modèle, comme ça pourrait faire dans une rivière, par exemple. Et donc, on va avoir de l'eau qui va se promener, qui va arriver dans un bassin versant. Il va avoir, si on regarde par exemple au niveau de la surface, s'il neige, on va aller jusqu'à représenter des détails comme par exemple le fait que la neige vieillisse, elle va devenir un peu plus sombre. Si elle devient plus sombre, elle va absorber plus de chaleur, OK? Donc à ce moment-là, elle va fondre plus vite. Si la neige qui vient de tomber peut être très légère, il va y avoir beaucoup d'air, donc ça isole par rapport au sol. Si la neige vieillit, elle se compacte et à ce moment-là, elle isole moins le sol en dessous, qui va devenir plus froid. Il y a des blocs Lego également en dessous de la surface. Donc, il va y avoir tous les échanges entre les différents niveaux de la surface. Donc, la quantité d'eau dans le sol, la quantité de chaleur dans le sol. On va représenter la végétation. Donc, les arbres, les différents types d'arbres vont avoir des racines qui vont aller puiser l'eau dans le sol. Okay? Donc, c'est vraiment, il y a un niveau de détail qui est assez ahurissant. Au niveau des modèles, ce sont en fait des monstres informatiques qui demandent des puissances de calcul, donc des ordinateurs ultra puissants. Et souvent, on nous demande combien de temps ça peut prendre faire une simulation climatique. Je dirais avec les plus gros ordinateurs qui sont disponibles avec les modèles les plus performants, pour faire quelque chose comme, je ne sais pas, une cinquantaine d'années, ça va nous prendre 3 à 4 mois de calcul. Donc, on lance le programme sur l'ordinateur et, en fait, on a les résultats plusieurs mois plus tard. Et ça, c'est maintenant. Si on remonte il y a quelques années en arrière, j'ai déjà lancé des simulations, puis je savais que le programme informatique allait être fini 1 an et demi plus tard. Okay? Donc, c'est pour ça qu'avant de faire des projections ou faire des longues simulations, il faut vraiment avoir vérifié son modèle, l'avoir évalué, s'assurer que l'expérience qu'on fait, elle est réfléchie parce que ça demande un coût qui est très, très important.
Donc, avec les modèles, on peut faire plein d'expériences différentes qui vont nous permettre de comprendre le système climatique. Mais une des utilisations principales des modèles, c'est pour faire les projections de changement climatique. Et c'est ce qu'on voit ici. Ce sont donc des simulations de modèles, encore une fois, qui partent donc de 1900, qui vont jusqu'en 2100. À partir de l'année 2006, dans les modèles, ce qu'on met comme entrée, comme forçage, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des scénarios d'émissions, donc des RCP que je vous ai présentés tout à l'heure. De 1900 à 2006, ce qui est en entrée dans les modèles, c'est les concentrations de gaz à effet de serre qui ont été réellement observées. Et ce qu'on voit, c'est que l'influence du scénario, elle est vraiment très importante si on regarde le changement climatique au niveau de la température de surface à la fin du siècle. On regarde le RCP 2.6, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour éviter de dépasser réchauffement de 1 degré, mais réchauffement de 1 degré par rapport au début du siècle. Okay? Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est réchauffement de 2 degrés, pardon, par rapport au début du siècle. Donc, au total, ça fera un changement de 2 degrés et c'est ce qu'on essaie d'éviter. C'est donc la raison pour laquelle ce scénario-là est utilisé. Ce qu'on voit, en fait, l'enveloppe ici, bien, le petit rose pâle ou rouge pâle, si vous voulez, ça représente toutes les simulations de différents modèles. Donc, par exemple, pour le RCP 8.5, il y a 30 simulations de différents modèles qui ont été utilisées et la ligne en trait foncé, c'est la moyenne des modèles. Okay? Et ce qu'on voit quand on regarde ce graphique-là, c'est que oui, les modèles sont différents d'un à l'autre. Il y a une incertitude quant à l'utilisation propre des modèles, mais cette incertitude-là, donc, elle va avoir à peu près l'équivalent de 2 degrés, en gros. Alors que le fait qu'on ne sache pas quelles vont être les émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines années, c'est ça la plus grosse incertitude. On peut avoir un réchauffement qui va aller de 5 degrés à 2 degrés par rapport à la révolution industrielle. Okay? Donc, la plus grosse incertitude par rapport aux projections de changement climatique, elle ne provient pas des modèles, mais elle provient des émissions qu'on va émettre, en fait. Je montrais quelques autres résultats. Là, c'est vraiment une moyenne globale. Si on regarde au niveau des cartes, ce qu'on voit ici, donc, c'est le changement de température pour la fin du siècle, donc 2100. Le RCP 2.6 qui est le plus optimiste et le RCP 8.5 qui est le plus pessimiste. Et donc, les différences entre le panneau donc, de gauche et de droite, c'est vraiment les émissions. Bon, ce que vous pouvez remarquer, entre autres que c'est des couleurs chaudes dans les deux cas. Donc, même si on va dans un scénario très optimiste, on va quand même se retrouver avec une augmentation de température. Autre chose que vous pouvez remarquer, c'est que le changement de température est beaucoup plus prononcé au pôle, notamment en Arctique. Et ça, c'est dû à un effet de la rétroaction de la fonte des glaces, c'est-à-dire que plus les glaces fondent, plus le sol est foncé, plus c'est foncé, plus ça va absorber de chaleur, plus ça absorbe de chaleur, plus ça va fondre, moins il va y avoir de neige. Et donc, on se retrouve avec un réchauffement qui est accentué dans les pôles. Juste coloré les résultats donc pour le Québec. Avec un RCP 2.6, on se retrouve avec un réchauffement moyen de 1,5 à 2 degrés. Avec un RCP 8.5, on se retrouve avec un réchauffement moyen entre 5 et 7 degrés et qui en fait dépasse le 7 degrés pour atteindre le 9 degrés vraiment dans le nord du Québec. Donc, ce sont les changements de température de surface qui sont anticipés. Au niveau des changements de précipitation, j'ai utilisé des figures qui ne sont que pour le RCP 4.5, donc un scénario assez moyen dans lequel il y a des efforts d'atténuation, mais quelque chose qui est quand même assez optimiste malgré tout. Et ce qu'on voit, donc, il y a 39 modèles qui ont été utilisés et ce qu'on voit ici, c'est le changement de précipitation pour l'été et ici pour l'hiver. Donc, c'est juin, juillet, août et décembre, janvier, février. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des variations, évidemment, si on se met à regarder au niveau des saisons. Okay? On voyait tout à l'heure la carte sur le globe, il y a des variations au niveau régional, mais également, si on regarde au niveau des saisons, il va y avoir des différences. Par exemple, on voit qu'en été, il y a, entre autres, une diminution des précipitations prévues aux États-Unis et notamment dans le sud, alors on parle plus au nord et notamment au Québec, c'est quand même une augmentation des précipitations qui sont prévues. Si on va en hiver, alors là, c'est une augmentation généralisée des précipitations aux États-Unis et au Canada. Mais quand on dit augmentation de précipitations, ça ne veut pas nécessairement dire augmentation de neige, n'est-ce pas? Parce que comme la température augmente, en fait, il va y avoir plus de précipitations, mais beaucoup plus de précipitations sous forme liquide, donc de pluie.
Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau des régions plus arides, des régions plus au sud, on remarque que ce qui est prévu, c'est une diminution des précipitations. Et c'est en fait, si on regardait la carte globale, c'est le portrait généralisé au niveau, comme je disais, global. C'est en fait une espèce d'accentuation du cycle hydrologique dans le sens que les endroits où ils ont déjà beaucoup de précipitations, il va en avoir encore plus, alors que les endroits qui sont déjà arides, qui ont déjà des problèmes de disponibilité en eau, vont se retrouver avec une diminution des précipitations et donc de risque de voir leurs problèmes au niveau approvisionnement augmenter. Dernière figure ici que je vous présente au niveau des projections de changement climatique, c'est au niveau de la neige. Celle-là, c'est pas une figure de l'IPCC, c'est fait par un collègue à Ouranos. C'est donc, ça représente le changement d'équivalent en eau de la neige maximum. En fait, ce que c'est, on regarde le moment de l'année où il y a le plus de neige et puis on traduit la quantité de neige en eau. C'est une variable, en fait, qui est utilisée en hydrologie. Et donc, ce qu'on voit, c'est avec un scénario relativement pessimiste, donc le plus pessimiste, 8,5, mais pour 2 horizons, donc pour 2050 et pour 2080. Et vous voyez ici l'échelle de diminution de quantité de neige. Et pour, bon, si on va dans le plus rouge en 2080, on voit des diminutions de la quantité de neige dans le sud du Québec qui atteignent 60 %. Okay? C'est donc vraiment énorme. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, il y a des augmentations de précipitations, mais bon, déjà, on observe que la longueur de la saison hivernale, elle a diminué. L'hiver est déjà plus court de plusieurs semaines. En plus, bon, c'est ça, il va y avoir de plus en plus d'épisodes de pluie au cours de l'hiver, ce qui va faire en sorte que la quantité de neige va diminuer. Je vais donc arrêter ici et passer la parole à Catherine. Moi, je suis quelqu'un qui travaille sur le carbone. Alors, juste pour essayer de se comprendre, ce que le rapport du GIEC nous dit, c'est que la biosphère actuellement, la partie terrestre et la partie océanique, a réussi à absorber 55 % de ce que les humains émettent. Alors, quand moi, j'ai fait mon doctorat il y a plusieurs années aux États-Unis, il y avait encore le mythe que la biosphère allait réussir à absorber toutes ces émissions excédentaires-là et donc on n'avait pas besoin de s'inquiéter du climat. Là, les résultats nous disent que c'est pas vrai. Il nous reste en tout cas 45 % de surplus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, il faut comprendre qu'on a une atmosphère qui est finie, puis on émet des gaz supplémentaires dedans. Donc, il y a comme une latence dans l'atmosphère. Quand on est quelqu'un comme moi qui travaille sur le carbone, on aime ça, prendre les scénarios du GIEC et les évaluer en termes de combien d'émissions ça veut dire. Qu'est-ce que c'est la quantité d'émissions qu'on peut, comme citoyen et qu'on peut, comme pays, se permettre encore d'émettre dans l'atmosphère. Alors ici, c'est les chiffres. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, le scénario très optimiste, c'est des émissions en 2100, globalement, de l'ordre de 421. Alors, le GIEC nous présente toutes sortes de scénarios. Je pense que c'est à peu près la seule figure qu'on a en commun avec Dominique. Alors, vous voyez ici les scénarios qu'elle vous a montrés et c'est les prévisions d'augmentation de température avec le scénario optimiste et puis le scénario qui est moins optimiste. Mais si on veut agir par rapport aux recommandations du GIEC, bien, c'est intéressant de traduire les scénarios en termes de réduction d'émissions. Si on veut réussir à atteindre un de ces scénarios-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos émissions? Hein? Parce que les émissions, c'est quelque chose qu'on fait, là. Chacun de vous, moi en venant ici, puis vous en venant ici, puis en étant dans cette salle-ci, on émet. Alors, le scénario optimiste, ça demanderait une réduction de la moitié des émissions en moyenne, 50 % de réduction des émissions à partir des émissions qu'on avait en 1990 et ça, qu'on atteigne cette cible-là en 2050. Alors, je vais tranquillement laisser la biologie, laisser ça, et on va se mettre à parler de plus en plus d'aspects politiques. Alors, dans le rapport du GIEC, il y a un chapitre complet sur le carbone, et ça, c'est une figure qui nous montre, ils essaient par là de dire aux pays ou de suggérer aux pays quoi faire avec leurs émissions. Alors, ici, on voit
dans l'horizon, dans les 4 scénarios, comment devraient évoluer nos émissions. On est bien sûr ici, hein, et ça, c'est l'avenir. Est-ce qu'on va continuer à augmenter nos émissions ou si on va être capable de les réduire et quand on va être capable de les réduire. Alors, si on regarde la différence entre le scénario ici en bleu et le deuxième scénario moins dommageable, c'est important de comprendre à quelle époque est le pic dans nos émissions. Est-ce qu'on est capable de réduire nos émissions maintenant, très bientôt? Plus ça va prendre de temps avant de réduire nos émissions, plus les perturbations climatiques vont être grandes. Le scénario 4.5, c'est un genre de scénario moyen, peut-être un scénario plus réaliste que le scénario 2.6 dont Dominique parlait. Et ici, c'est 2 versions de ce scénario-là au niveau des émissions, dépendant des modèles climatiques qu'on utilise. Mais dans tous les cas, à partir de ce scénario-là, il faut vraiment qu'on réussisse à limiter nos émissions avant 2050. Ça a l'air rapide, mais c'est dans 45 ans. Alors, ce qui se passe tout autant dans le GIEC qu'à Varsovie aujourd'hui et qu'à Paris en 2015, c'est vraiment une négociation à forte tendance économique. Parce que si les pays essaient de décarboniser leur économie pour éviter d'émettre des gaz à effet de serre, les pays veulent que leurs amis aussi fassent ça. Hein? On veut travailler comme un bloc. Actuellement, de Varsovie jusqu'à Paris, ce que les pays sont en train de faire, c'est de mettre sur la table des cibles de réduction, puis de dire, ben moi, je vais faire ça. Si toi, tu fais ça, j'en ferai un petit peu plus pour essayer d'avancer ensemble parce que c'est coûteux de se réorganiser, c'est coûteux de faire un changement dans tes sources énergétiques. Et si tous les pays le font en même temps, c'est sûr que c'est à notre avantage. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on a sur la table. C'est vraiment l'Union européenne qui mène le bal avec la Norvège. La Norvège, qui est un pays producteur de pétrole. Hein, la Norvège, un pays producteur de pétrole, qui s'est engagé à réduire ses émissions. Quand on parle de réduction d'émissions, c'est toujours à partir d'une date, 1990. Même chose pour les scénarios du GIEC. Dans un horizon, parce qu'on vous a montré pourquoi, le moment auquel vont piquer nos émissions va avoir un impact direct sur le réchauffement et puis une ambition. Donc, c'est les 3 choses qu'il faut comprendre quand on veut regarder. Donc, c'est vraiment l'Europe qui est à la fine pointe de cette bataille et je trouve ça très, très intéressant que le gouvernement Harper ait négocié un traité de libre-échange économique avec l'Europe parce que l'Europe n'est pas dans une position actuellement pour recevoir des marchandises qui sont hautes en carbone puisque c'est tout un groupe de pays qui a décidé d'aller de l'avant avec des réductions importantes de gaz à effet de serre. Les pays en voie de développement aussi se sont entendus sur des réductions d'émissions. Mon travail à moi, c'est ça. Je travaille sur le déboisement dans les tropiques. Alors, à Copenhague, en 2009, Lula, le président du Brésil, s'était engagé à réduire le déboisement de l'Amazonie de 80% en 2020. Et c'est formidable parce qu'ils l'ont déjà atteint. Donc, les Brésiliens, ils ont déjà atteint leur cible de réduction d'émissions. Et si vous êtes un peu climat-sceptique, c'est The Economist qui a montré ces figures-là. Eux, ils sont pas tellement... c'est pas Greenpeace, hein, The Economist. Alors, c'est des données qui sont pas très controversées maintenant. J'ai donc décidé de digresser du GIEC pour nous ramener chez nous, parce que de temps en temps, ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on est vraiment bon. Alors, si on regarde le rapport du GIEC, il y a toutes sortes de données déprimantes. Le CO2 continue d'augmenter dans l'atmosphère. Puis on peut, puisque c'est une grande compilation de la littérature, aller chercher les articles cités qui ont été utilisés pour bâtir le rapport du GIEC. Donc, dans l'article qui est utilisé pour parler de l'augmentation globale du CO2, c'est un article un peu déprimant parce qu'il dit « Malgré les efforts des pays, je vous ai montré la courbe tout à l'heure dans ma première partie, le CO2 atmosphérique continue d'augmenter globalement malgré les efforts des pays. »
Dans l'article, on dit cependant, la France, la France, la Norvège, le Danemark et même les États-Unis, c'est intéressant, ont réussi sur des périodes de plus de 10 ans à limiter leurs gaz à effet de serre. Mais ce que vous avez devant vous ici, c'est ce qui se passe au Québec. Et moi, ça me rend immensément fière. Alors, en bleu pâle, c'est le PIB. Ça, c'est le plus récent rapport de gaz à effet de serre du MDDEP. OK? C'est l'inventaire de gaz à effet de serre 1990 à 2010, donc les 20 dernières années. L'augmentation du PIB, ici, l'augmentation de la population et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en quelque part au Québec, là, on est dans les ligues majeures. On devrait être très fiers parce qu'on est en train de réduire et on est en train de réussir ce qui est le vrai enjeu de tout le problème du GIEC. Les 2 prochains rapports, c'est beaucoup là-dessus qu'ils vont se pencher. C'est de séparer la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour une fois, là, ça nous fait du bien. Là, on peut oublier la commission Charbonneau puis se dire, bien, il y a quelque chose qu'on fait de super bien au Québec. Bravo. Alors, au Québec, on s'est donné des cibles de réduction collectivement de moins 20 à partir des données de 1990. On n'est pas rendu là. On a encore du travail à faire, mais en tout cas, on est en train de diminuer. On est sur la bonne voie. Et ça nous positionne dans une situation comparable à celle de l'Europe en termes d'ambition. Évidemment, si on se met à extraire du pétrole de l'île d'Anticosti, c'est une autre paire de manches. Au Québec, tout encore le rapport de l'inventaire québécois, on voit que tous nos secteurs d'émissions ont descendu dans les derniers 20 ans, sauf le transport. Donc, la politique d'électrification du transport, c'est certainement une très bonne idée. C'est ça qu'il faut faire. Hein? Si on veut écouter ce que le GIEC nous dit, puis si on veut faire notre part, c'est le secteur du transport qu'il faut cibler. Bien là, on va s'en aller au Canada. Le Canada, c'est une autre histoire à plein de niveaux. Alors, le Canada, globalement, c'est pas un pays qui est un grand émetteur. C'est 3% des émissions mondiales. Cependant, per capita, par personne, vous et moi, on est les plus hauts au monde à peu près. Et actuellement, de maintenant, Varsovie à Paris, c'est très important le Canada parce que c'est un pays, puis c'est une négociation planétaire. La Convention cadre des changements climatiques, c'est 192 pays. Alors, le Canada, c'est un pays important. La façon dont le Canada se positionne, c'est important parce que ça peut nuire, retarder et bloquer des accords internationaux d'émissions pour nous éviter les scénarios que le GIEC nous met très clairement devant nous avec son rapport numéro 5. Les gens ont toujours beaucoup de difficultés de comprendre des émissions. Alors, j'ai fait cette figure-là pour expliquer où était le Canada, parce que le Canada, nonobstant le Québec, le Canada, c'est lui, internationalement, qui émet la position du pays à l'international. Donc, les pays se sont engagés à réduire leurs émissions par rapport à 1990. Et quand le Canada était membre du protocole de Kyoto, le Canada avait accepté une réduction de moins 6% à partir de 1990. C'était une réduction du même ordre de grandeur que l'Europe. En 2005, les émissions du Canada avaient beaucoup augmenté. Donc, la ligne rouge ici, c'était la cible de réduction sous Kyoto avant que le Canada se retire du protocole de Kyoto. Ici, c'est les émissions actuelles. Et ça, c'est les émissions offertes par le gouvernement fédéral à l'heure actuelle. OK? Moins 17% de 2005. Alors, en changeant l'année par rapport à laquelle on émet notre cible, on a l'air moins fou, parce que si on les mettait par rapport à 1990, on serait quelque chose comme plus 48. Donc le gouvernement joue beaucoup avec les chiffres. Tout ça pour dire que le scénario 2 dont le GIEC nous parle, il disait il faut réduire de 50% de 1990. Ça, c'est le GIEC. Alors ça, c'est 1990. 50%, on serait là. OK? Ça serait la cible du Canada selon le rapport du GIEC, la moitié de cette petite barre-ci. Alors, on est très, très loin du compte avec ce que le gouvernement fédéral a mis sur la table. Le Canada, c'est aussi des secteurs d'émissions. On peut
on peut le faire comme au Québec. Et il y a 2 grands secteurs au Canada. Encore une fois, le transport. C'est évident qu'il faut travailler sur le transport ici. Et les combustibles fossiles, donc bien sûr, les sables bitumineux, les inversions de pipeline, le pétrole de l'île d'Anticosti, toutes ces choses qui nous interpellent, là, c'est des choses qui sont importantes dans notre prise de position comme pays à l'international. Alors, ma dernière diapositive, c'est pour essayer de vous motiver à essayer qu'on s'aide entre nous-mêmes. Alors, c'est pas compliqué. On a un échéancier, il est dans 2 ans. C'est super intéressant parce que c'est décembre 2015 et il va y avoir une élection fédérale en 2015. Alors, c'est important, comme scientifique, si on est interpellé par les changements climatiques, de commencer à préparer la Convention des changements climatiques de 2015, celle de Paris, qui va être le prochain rendez-vous historique avec l'histoire. Là, le GIEC, il vient de nous dire, voici ce qui va se passer, puis il nous dit aussi quoi faire. Il nous dit qu'il faut réduire en moyenne de 50%. Alors, moi, je fais un appel à tous les gens qui sont ici. On a créé une page Facebook, puis là, ce que je veux faire, c'est essayer de compiler toutes les initiatives pro-climat, que ça soit le but ou que ça soit la conséquence. Vous pouvez vouloir protéger la biodiversité, mais ce faisant, vous protégez une forêt, ça a un effet sur le climat. Alors, je veux essayer de recompiler toutes les initiatives positives pour essayer de secouer cette espèce de dépression de on s'en va vers l'horreur et on va le faire puis on peut pas changer rien. Moi, je pense qu'en 2 ans, si on se réveille, on est capable de changer, on est capable de faire quelque chose. Si le Brésil a réussi à réduire le déboisement dans l'Amazonie de 80%, et croyez-moi, c'était pas facile. Je pense que le Québec, le Canada, on est aussi capable de faire quelque chose. Il suffit de se mobiliser. Alors, si quelqu'un dans la salle veut se mobiliser, s'il vous plaît, contactez-moi, mettez vos trucs sur la page Facebook, mais nous, on va commencer à essayer de faire quelque chose pan-québécois et pan-canadien, parce que c'est pas vrai qu'on peut laisser faire ça, du moins si on croit que le rapport du GIEC, c'est de la bonne science. Merci.